Monsieur Frambia, le masque à la longue finit par coller à la peau. Les Camerounais savent distinguer les faux semblants des vrais. Pour l'instant, la mouche du roi est roi. Merci de la visite de compassion rendue à nos compatriotes de Mbankolo. Une tragédie de plus. Mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Mais monsieur Biafis, la mode a beau changer, mais les chats ne pondront jamais. Où étiez-vous, papa et toi, pour ne pas vous rendre à Bargaram lorsque nous avons perdu des dizaines de soldats? À Darak, une vingtaine de soldats. À Fotokol, à Bodo, à Shigeshia, Waza, Kuseri, Zeleve, Dabanga et des centaines d'autres petits villages attaqués. Les amputés pullulent nos hôpitaux et méritent quand même votre visite et votre compassion. Nous sommes à plus de 2000 soldats morts sur l'étendue du territoire. Papa n'est jamais allé s'incliner sur le cercueil de ceux qui sont là, ceux qui sont morts en défendant la nation. Ah, j'oubliais. Boko Haram a égorgé plus de 100 de nos compatriotes à Fotokol. Où étiez-vous, papa et toi? Où étiez-vous lorsque 300 Camerounais sont morts dans l'accident d'un train à Ezeka? Où étiez-vous lorsque les jeunes se sont fait massacrer à Bali, Balinyonga, Batibo, Gouzang, Ngarbo? Où étiez-vous lorsque Mami Api se faisait zigouiller, Samsoya? Où étiez-vous pour votre gouvernement? Le Cameroun dispose de plus de 50 sites de déplacés internes. Il y a des camps des réfugiés camerounais partout dans les pays de la sous-région et même dans le monde. Au Tchad, on appelle même les réfugiés camerounais des sinistrés. On vous attend à Mbengui, à Maga, dans le Mayo Moscota ou bien à Zigué. Il y a un proverbe africain qui dit, je cite, « Le mensonge donne des fleurs, mais jamais des fruits. » L'arbre suit toujours la racine. Marchez toujours, nous on connaît le chemin. Je vous remercie. Depuis l'adoption de la réforme constitutionnelle d'avril 2026, Yaoundé vit dans cet étrange entre-deux que les Grecs anciens nommaient alors le Kairos. L'instant décisif, celui où le temps suspendu bascule vers la forme définitive. 4 mois ont passé. Le Cameroun a désormais inscrit dans sa loi fondamentale un poste de vice-président. Mais ce poste reste vacant. Le pays a même appris entre-temps ce que signifie très concrètement gouverner à distance. 74 jours durant lesquels le chef de l'État s'est absenté à Genève, pendant que son ministre de la Communication s'efforçait alors de démentir les rumeurs d'hospitalisation. Ce vide institutionnel, désormais doublé d'un vide physique, est un espace de projection fantasmatique dans lequel toutes les ambitions s'engouffrent. Si ceux qui nous gouvernent se sont assis et ils ont pensé qu'on peut nommer un vice-président, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un problème, c'est pour résoudre un problème. Oui. Et le problème, c'est lequel? Le problème est que le président n'a plus ses 49 ans. Il ne peut pas aller visiter le chantier d'Olembe pour se rassurer que les travaux avancent. Il ne peut pas aller visiter l'autoroute qui n'avance pas pour se rassurer que les travaux avancent. Il ne peut pas aller contrôler le projet PIPES. Il ne peut pas aller regarder les barrages. Aristote, dans sa politique, observait que la cité se définit moins par ses murs que par le régime qu'il anime et les passions qu'il génère. Yaoundé, ce mois d'août 2026, est une cité aristotélicienne au sens plein du terme. Une communauté traversée par la passion du pouvoir, où la question du successeur concentre en elle seule toutes les contradictions d'un système bâti sur la durée et l'opacité. En l'état, c'est qu'on dit facilement, avec des belles expressions juridiques, que non, les constitutions, non, c'est pas important. La moindre zone d'ombre peut nous mettre dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça que tout le monde appelle à ce qu'on nomme
ce vice-président pour qu'enfin il y ait quelqu'un qui puisse gouverner. Parce qu'en l'État, rien n'est fait. La réforme est une mécanique de précision. Le vice-président sera nommé et révocable par le seul chef de l'État. En cas de vacance du pouvoir, il achèvera le mandat en cours sans passer par les urnes, sans pouvoir se présenter à la présidentielle qui suivra. Un régent constitutionnel chargé d'amortir le choc de la transition avant qu'un nouveau cycle électoral ne s'ouvre. C'est l'architecture du dauphinat maîtrisé. Ni monarchie franche, ni démocratie pleine, un couloir que Montesquieu, lui qui redoutait la concentration de pouvoir entre une seule paire de mains, n'aurait certainement pas signé. Jusqu'ici, en cas de vacances, c'était le président du Sénat qui assurait l'intérim. Le nouveau dispositif lui substitue une chaîne de pouvoir bien plus personnelle. Je crois qu'à 93 ans, on attend plus trop d'un homme politique qui a déjà fait 44 ans à la tête de l'État. Paul Biya n'est pas un cyborg. C'est dans ce décor institutionnel que le retour du président ce jeudi 20 août a suffi à rallumer la mèche sur les réseaux sociaux camerounais, dans les antichambres du RDPC, les salons de la diaspora, les plateaux télé. Une seule question recommence de tourner. Qui sera le vice-président? Et plus précisément, lequel des deux Franck? Beaucoup de Camerounais qui attendent le poste de vice-président là. Vous avez vu là-bas chez nous à l'extrême nord, non? Il y a un Lamido là qui a nommé son fils 16 ans, non? Ça fait quoi? Lawan. Hein? Le 21 août 1971, il vient tout juste avant-hier de souffler sa 55e bougie, un jour après le retour de son père, de l'union de Paul Biya et de Jeanne-Irène Atiam, disparu en 1992. Franck Emmanuel Biya est la figure la plus médiatisée de cette équation dynastique. Longtemps homme d'affaires établi entre Los Angeles, Johannesburg et Paris, il n'a regagné durablement le Cameroun qu'en 2020. Une réinstallation qui raconte à elle seule le lent apprivoisement d'un rôle qu'il feignait hier encore de ne pas convoiter. Voyage diplomatique aux côtés de son père, présence au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en 2023, déplacement remarqué en Chine en septembre 2024. Autour de lui s'est structuré un mouvement, les franquistes, dont l'enthousiasme bruyant contraste avec sa réserve calculée. Le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun revendique des centaines de milliers de sympathisants. Lui reçoit certains de ses responsables en audience et les encourage à cultiver la paix, l'amour et l'unité. Ni adoubement ni désaveu, la méthode de l'attente active. Ne mettez pas la blague. Ce que vous faites là, c'est la blague. Franck Biya, je le respecte, c'est mon compatriote. Il est camerounais, il a droit à tout. Mais s'il vous plaît, le fils du président, qui lui peut rouler carrosse, peut avoir chaque fois les gendarmes, les policiers qu'on n'interpelle pas en route parce que le fils du président ne l'érigeait pas à un modèle politique, à un exemple qui suscite des vocations. Le 5 avril, un faux décret a bien failli forcer la main de l'histoire. Circulant sur les réseaux sociaux, il annonçait sa nomination comme vice-président, chef des armées et ministre délégué à la défense. Le gouvernement n'en a jamais confirmé la moindre ligne et les vérificateurs des faits en ont disséqué les incohérences jusqu'à une consule camerounaise à Nairobi au Kenya contrainte de démentir publiquement l'information relayée par la télévision d'État kenyane. L'épisode a pourtant produit un effet paradoxal. L'hypothèse, jusque-là rumeur de couloir, est devenue plausible dans l'esprit du plus grand nombre. On ne s'étonne plus qu'un fils de président puisse hériter d'une fonction constitutionnelle.
On discute désormais du calendrier. Franck Biya est le fils de son père. Et Paul Biya a toujours évolué de façon déguisée. Toujours. Il adore l'art de la surprise. Et tant qu'il n'y a pas un effet surprise dans ses actions, il n'est pas content. Il aime quand il prend les gens au dépourvu. Et Franck Biya est le fils de son père. 4 mois plus tard, la rumeur a pris la consistance d'une enquête. Depuis août, Jeune Afrique le désignait comme le candidat favori, cartographiant un réseau qui dépasse largement le cercle familial. Des relais institutionnels comme Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Des cercles d'affaires bâtis sur 3 continents. Des connexions jusque dans les élites du Grand Nord et le monde du sport. Une faiblesse structurelle demeure que ses adversaires soulignent volontiers. Un ancrage jugé trop mince dans le sud, région natale de son propre père. Je continue à dire que ce serait une grosse insulte pour les acteurs politiques qu'il y a au Cameroun, qu'ils soient de l'opposition ou même du RDPC. Il y a dans cette figure quelque chose qui évoque ce que Max Weber nommait alors la domination charismatique par héritage. Une légitimité qui repose non sur les qualités personnelles du détenteur, mais sur la sacralité du lignage. Or, Weber lui-même soulignait la fragilité de cette construction. Le charisme hérité doit tôt ou tard se transformer en charisme prouvé. Franck Biya peut hériter du prénom de son père. Il ne peut hériter de ses 44 ans de pouvoir. Ce pays a des intelligences, des richesses. 43 ans de misère, d'obscurité, c'est suffisamment trop comme cela. On veut penser à un Cameroun autre. Il n'est ni conseiller, ni ministre, ni diplomate. Son nom ne figure sur aucun organigramme officiel de l'État. Et pourtant, Franck Hertz, fils jumeau que Chantal Vigouroux, future première dame, a eu avec l'homme d'affaires franco-camerounais Louis Hertz avant son mariage avec Paul Biya, reste l'une des figures les plus puissantes et les moins comprises du système de Yaoundé. Né en 1997, formé à Paris où il obtient en 2012 un MBA en logistique, il est rentré au Cameroun et a fondé la H-Log, société de logistique active dans les ports de Douala et de Kribi. Il siège au conseil d'administration de Tradex, la filiale pétrolière nationale, où il a obtenu en 2025 des responsabilités dans les branches équato-guinéennes et congolaises. Après avoir été associé au stade de la CAN 2021 et au barrage de Nachigal. Depuis juillet 2025, lors du séjour présidentiel au Four Season Georges V de Paris pour les Jeux Olympiques, Franck Hertz était là, dans le sillage immédiat de la délégation, à l'étage même où logeait Paul Biya, sans titre, sans badge, présent. Et la présence dans les systèmes néopatrimoniaux d'Afrique centrale vaut souvent plus qu'un décret. Il aurait, selon des sources proches du dossier, commencé à signer certaines de ses communications sous le double nom Hertz Biya. Geste symbolique lourd dans un pays où le nom est une forme de souveraineté. Aujourd'hui, le président peut nommer son fils. Pour nous, aujourd'hui, même si c'est qui, quand le président a pris la décision, il dit que je nomme tel vice-président et que la CRTV est assis à côté de lui en direct, il lit. Nous, on applaudit. Mais l'été 2026 a surtout révélé les limites concrètes de son ascension. En juillet, une enquête de Jeune Afrique a mis au jour une bataille feutrée pour la tête de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Chantal Biya y pousserait depuis des mois pour que son fils succède au vétéran Adolphe Monzeki, quitte à demander au secrétaire général de la présidence de préparer le décret. Paul Biya, toujours selon cette enquête, aurait refusé de le signer.
Et l'épouse d'Adolphe Mounzeki a même publiquement promis des sanctions contre quiconque s'en prendrait à son mari ou au président. Le signal ne venait pas d'un adversaire du clan Biya, mais de l'intérieur même du système. On a un système extrêmement centralisé, une centralisation obèse et paralysante qui tue tout, qui vicie tout. Dans un système centralisé, tant que le leader central est fort et qu'il tient à la fois l'appareil de commandement, l'appareil stratégique et aussi les manettes du jeu économique, ça semble aller un peu. Mais dès lors que le leader central s'affaiblit, il concentre maintenant ses forces sur ce qui lui semble essentiel à la survie. Et de ce fait, aujourd'hui, c'est son héritage politique, le contrôle de l'appareil politique qui lui semble essentiel. C'est ça qui focalise ses forces. Jean-François Bayat, dans l'État en Afrique, décrit ce type de figure, des hommes qui n'exercent aucun pouvoir institutionnel, mais dont le positionnement dans les réseaux d'extraction les rend structurellement indispensables. Son pouvoir n'est pas dans les textes, il est dans les couloirs, les contrats, les loyautés entretenues. Le pouvoir le plus difficile à contester parce qu'il n'existe officiellement pas. Mais l'épisode de la SNH vient de rappeler que c'est aussi le plus difficile à faire consacrer. Dès que Frank Hertz s'approche d'un titre officiel, il se heurte à un mur, celui précisément de Paul Biya. Maintenant, donc, c'est au président de nous donner, même si c'est qui il nous donne. Nous, on n'a pas de problème. Même si c'est son fils qui nous donne, même si c'est sa femme qui nous donne, même si c'est son cousin qui nous donne. En septembre 2024, une image avait frappé les esprits. Paul Biya, accompagné de Chantal, de Frank Emmanuel Biya et de Frank Hertz, en déplacement en Chine. Deux Franck côte à côte, demi-frères de facto, héritiers de deux branches d'un même arbre généalogique présidentiel. L'image était en elle-même un programme politique, la tentation du ticket familial, cette hypothèse selon laquelle le pouvoir post-Biya ne se conjuguerait pas au singulier, mais au pluriel. L'un pour la légitimité du sang, l'autre pour l'efficacité des réseaux. Beaucoup veulent organiser le départ de Paul Biya, alors que Paul Biya, lui, veut prémunir le Cameroun contre ses propres démons. C'est la raison pour laquelle il mesure le timing, il mesure le momentum, et il mesure le kéros. C'est là que Hegel, en principe, reprendrait ses droits. L'histoire avancerait par contradiction du passé, thèse et antithèse résorbées dans une synthèse, mais l'été qui vient de s'écouler contredit cette lecture harmonieuse. Si la synthèse de 2024 n'était déjà qu'une consolidation du système existant, l'affaire de la SNH révèle une thèse et une antithèse qui refusent de se résoudre. Un père qui freine l'ascension du fils de son épouse, une première dame prête à passer par-dessus son mari pour faire avancer le sien. Les deux Franck ne forment peut-être pas deux ailes de même rapace, mais deux rapaces distincts dont la cohabitation dans le même ciel n'a rien d'une évidence. Tocqueville avait prévenu que les aristocraties en déclin inventent des formes nouvelles pour se perpétuer sous des habits républicains. Une vice-présidence nommée non élue en est l'exemple même, quitte à se déchirer en coulisses sur le nom de celui qui portera la robe. Le jour où ces gars vont vous donner le nom du vice-président, sachez que c'est déjà bon. Le jour où ils vont vous donner, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas exposer l'héritier maintenant, ils ne peuvent pas l'exposer, ils ne vont l'exposer que quand la situation sera vraiment urgente. Paul Biya, 93 ans, 44 ans de pouvoir ininterrompu, réélu en octobre 2025 pour un 8e mandat face à Issa Chiroma Bakari, ancien ministre devenu challenger inattendu qui a revendiqué la victoire dès le lendemain du scrutin.
Des manifestations réprimées dans le sang ont suivi. Le gouvernement reconnaissant lui-même plusieurs dizaines de morts sans jamais en livrer le décompte exact. Cet homme qui a traversé la guerre froide et la crise anglophone depuis 2016 vient de traverser cet été sa plus longue absence, 74 jours, un record dans sa propre carrière qui a ravivé le débat sur la vacance du pouvoir. Il doit désormais choisir son successeur, sans se régner, protéger son héritage sans fracasser le système, sous un regard international autrement plus attentif qu'en avril, quand agences de notation et bailleurs multilatéraux scrutaient déjà à l'approche d'un nouveau programme avec le FMI l'absence de schéma de succession établi. La une de l'avenir, il faut nommer le vice-président, monsieur le président, pratiquement sur la forme impérative, hein, voilà, d'accord, alors qu'on observe depuis plusieurs mois une impitoyable guerre de succession entre les différents clans du pouvoir. Le Cameroun est actuellement bloqué entre l'amollissement des institutions par l'inertie, la malgouvernance, l'affaiblissement de l'État, la montée du tribalisme érigé en système, la dégradation du niveau de vie et la banalisation de la corruption. Les populations suffoquent face à cette situation qui commence à inquiéter les investisseurs. Le président Paul Biya devrait rapidement prendre ses responsabilités en procédant ces jours-ci à la nomination d'un vice-président de la République pour relancer la machine gouvernementale et sauver le pays du naufrage né de rivalités entre les différents protagonistes. Nommé Franck-Emmanuel Biya, c'est satisfaire les franquistes et les barons du RDPC acquis à la continuité biologique, mais s'exposer aux accusations de monarchie dynastique. Maurice Kamto a été le premier à parler de coup d'État constitutionnel. Dès l'adoption du texte, en avril, il a depuis saisi l'Union africaine. Dans un pays où la légitimité électorale est déjà fragile, nommer le fils du président risque de briser le peu de consensus qui subsiste encore. Nommer Frank Hertz, c'est peut-être l'option première dame. Un homme d'affaires moderne, moins chargé symboliquement que le fils biologique. Mais l'épisode de la SNH vient de démontrer les limites très concrètes de cette hypothèse. Si Paul Biya hésite déjà à lui confier la direction d'une seule entreprise publique, rien ne dit qu'il lui confierait la deuxième fonction de l'État. D'autant que son lien avec l'appareil sécuritaire, né de la guerre, dans tout régime autoritaire, reste incertain. Mais le jour, je vous dis, le jour où vous allez entendre le nom d'un vice-président lu à la CRTV, sachez que c'est bon. Nommer un troisième homme reste une option qui refuse de mourir. Ferdinand Ganga, secrétaire général de la présidence, dispose depuis des années d'une délégation permanente des signatures qui lui vaut le surnom de vice-dieu, vice-président de facto. Un pouvoir informel qu'une nomination officielle fragiliserait autant qu'elle le consacrerait. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, mène depuis juin une campagne discrète, dit-on, tissant des réseaux du sud jusqu'au Grand Nord. Quant à Aboubakari Abdoulaye, président du Sénat, il reste à ce jour le dauphin constitutionnel. De facto, c'est le qui assurerait l'intérim en l'absence de tout vice-président nommé, fonction qu'une nomination lui retirerait aussitôt. Peut-être lui-même il a décidé justement de ne plus donner les hautes instructions et de nommer son vice-président. Parce qu'en même temps, il faut toujours aller lire les textes. Quand vous lisez les textes qui réorganisent les services de la présidence de 2011,
vous allez vous rendre compte que même si c'est Menunga actuellement qu'on nomme SGPR, il aura les pouvoirs du SGPR actuel. Et vous allez dire que Menunga dérange. Simplement parce que ce décret, justement, lui donne ces pouvoirs-là. Donc vous comprenez que, en plus même de la modification constitutionnelle, la création du poste de vice-président doit même déboucher sur la modification du texte de 2011 qui réorganise les services de la présidence. Sinon, le vice-président risque de se retrouver avec certaines missions. Avec le SGPR. Et même le père. Oui. Spinoza définissait la souveraineté comme la capacité à décider en dernier ressort. Paul Biya a toujours su différer cette décision, gouvernant par l'ambiguïté entretenue. La Constitution lui donne d'ailleurs le droit de ne pas nommer du tout. Le texte précise qu'il peut créer un vice-président, mais sans y être obligé. 4 mois après la promulgation, ce droit au silence commence à ressembler, lui aussi, à une politique à part entière. Le président doit nommer un vice-président aujourd'hui et modifier l'ensemble des institutions qui vont permettre au vice-président de produire des résultats qui ne vont pas nous faire regretter la nomination d'un vice-président au Cameroun. Pendant que Yaoundé débat de prénoms et d'héritage, le Cameroun réel souffre en silence. Dans les régions dites anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre civile qui dure depuis 2016 a fait des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. À Bamenda, les écoles ferment encore. Certains jours, pas peur des attaques. L'économie résiste mais vacille. Dette publique en hausse, recettes pétrolières qui s'érodent, jeunesse au chômage. Aucun des deux francs n'a à ce jour articulé une vision crédible pour la crise anglophone. Ce pays est en chantier, il faut le construire et pour le faire, il faut un homme de charisme, un homme de vision et un homme qui place l'humain au centre des préoccupations. Merci. Et c'est là que la réforme d'avril 2026 prend toute sa dimension tragique. En organisant une succession sans les urnes, le régime règle peut-être l'équation de la continuité, mais il laisse entière la question de la légitimité. Hannah Arendt distinguait le pouvoir qui naît de l'action collective et du consentement, de la violence simple substitut du pouvoir là où celui-ci fait défaut. Un vice-président nommé et non élu par un président de 93 ans tout juste revenu d'une absence de 74 jours. C'est peut-être la définition même du pouvoir qui se transforme en substitut de lui-même. La forme sans la substance, l'institution sans la légitimité. Peut-être le moment est-il venu pour que ces personnalités-là, à l'expérience avérée, à la connaissance des grands dossiers, émus par la volonté aussi d'apporter de changements, que ces personnes soient trouvées. Le vrai défi du prochain vice-président ne sera pas de gérer la transition entre deux hommes, ni même entre deux clans. Ce sera de réconcilier un État avec ses citoyens. Les anglophones en guerre, les jeunes qui désespèrent, les Camerounais de la diaspora qui regardent avec un mélange d'ironie et d'affliction cette comédie dynastique se jouer sur les terres de leurs ancêtres. Quel que soit le franc choisi ou écarté, cet enjeu demeurera entier. Il a beaucoup délégué, il a beaucoup fait confiance. Dans une gestion, c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, il a fait confiance aux mauvaises personnes. Il les a tout donné et toutes ces mauvaises personnes ont créé des véritables chaînes qui ont en quelque sorte encerclé le président. Franck ou Franck, ce n'est toujours pas un jeu de mots. 4 mois et un été d'absence présidentielle plus tard, c'est le résumé d'un système qui cherche à se survivre dans le miroir d'un prénom dupliqué. 2 hommes, une syllabe commune, 2 légitimités antagonistes, le sang d'un père et l'influence d'une mère. Et donc, l'été qui vient de s'écouler a montré qu'elle pouvait aussi se disputer férocement en famille. Platon rêvait de gouvernants qui seraient aussi des philosophes, capables de voir au-delà de la caverne des intérêts immédiats pour servir le bien commun. Le Cameroun n'est pas la République de Platon, non.
C'est une caverne où les ombres projetées sur les murs s'appellent Franck, et parfois Ferdinand, parfois Louis-Paul. Et le peuple camerounais, lui, attend toujours que quelqu'un en sorte pour lui apporter la lumière. Le siège du vice-président est vide. Paul Biya est rentré, mais dans ce vide continue de s'accumuler les attentes des 30 millions de citoyens qui méritent mieux qu'une succession de gré à gré. Quel que soit le nom couché un jour sur le décret de nomination, si décret il y a, le défi restera le même. Gouverner un Cameroun aux blessures ouvertes, aux espoirs impatients au-delà des murs des tout-dits. Et si la vraie question n'était pas Franck ou Franck, mais plutôt le Cameroun, enfin. Merci.